panafricains, camarades, bienvenue à l'émission Regard sur l'avenir sur la chaîne panafricaine C360. Nous sommes bien dans votre émission où nous portons un regard critique sur les événements qui se déroulent au niveau donc de l'AES en lien avec les autres États du monde. Pour ce numéro, nous allons parler donc en premier sujet de cette visite au sommet du président sénégalais au niveau du Mali. Le Mali, un pays de l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette visite au sommet? Vous le saurez donc dans cette émission avec le décryptage de nos panélistes. Deuxième sujet plutôt, nous allons parler donc de cette sortie médiatique du président du Niger, le général Abdraman Tiani, qui a fait une sortie médiatique, bien sûr, le week-end dernier, où il a beaucoup parlé donc de certains faits et gestes, de certaines implications, mais également des officines qui fabriquent les différentes tentatives de déstabilisation des pays de l'AES. Et pour en parler, Alouna Traoré, il est militant et témoin vivant de la révolution d'août 83. Imhotep Bayala, il est le coordinateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Labidi Naba, porte-parole du mouvement Face aux causes, un membre influent également de la CNAVCI. Et enfin, Bakari Kaboré, qui sans doute allie la tradition arabe et les traditions africaines. Merci donc pour l'habillement, merci pour la pensée et merci donc pour l'engagement. Donc, il est juriste et analyste politique. Voilà. Donc, pour commencer, le premier sujet, nous allons parler donc de cette visite du président du Sénégal au niveau du Mali. Bassirou Diomaye Faye était donc à Bamako pour échanger avec le président malien. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette visite au sommet? Décryptage avec, pour commencer, donc, camarade Traoré. Comment vous avez trouvé donc cette visite? Bon, elle avait des allures un peu insolites, surtout vu le passé de Diomaye et de ses nouvelles responsabilités. Il est le président en exercice de la CEDEAO. Et pour qui connaît les attaches de la CEDEAO, structure sous-régionale téléguidée depuis Paris. Et donc c'est Paris qui a nommé un nouveau gouverneur sous-régional en la personne de Diomaye Faye, nouveau converti à la France-Afrique. Vous vous souviendrez que depuis qu'il est au pouvoir, il a vu Macron plus de 4 fois. Même au Kenya, tout dernièrement, ils avaient joué au football. Or, nous souffrons... Il faut garder les bonnes pratiques. Ouais, nous souffrons de déstabilisation. Tout à fait. Et la déstabilisation, le chef d'orchestre, c'est la France, qui n'a jamais digéré le fait qu'en Afrique, dans son précaré, des États osent aspirer à la souveraineté. C'est un blasphème. Voilà le péché originel de toute l'AES. On ne comprend pas, on ne conçoit pas qu'un noir, un nègre, puisse revendiquer la souveraineté, vouloir réfléchir par sa tête et vouloir aspirer, dessiner son bonheur. Donc on envoie le nouveau Diomaye Faye pour aller tester l'AES, en commençant par le Mali, où ils ont vraiment mal fait. Vous vous souviendrez au mois d'avril, les attaques orchestrées. Tout à fait. À la limite, si on n'a pas demandé à Diomaye Faye d'aller voir comment le président malien se porte après ces attaques. Donc c'est un envoyé, un émissaire de Paris. Derrière Diomaye Faye, tout ce qu'il a dit de façon diplomatique, enrobé, la guerre et tout ça, il est téléguidé, télécommandé depuis Paris. Ouais. Il répond à un agenda. D'où la méfiance est de mise. Il faut développer une méfiance de tous les ordres. Comme le président Tiani l'a démontré au cours de son intervention,
de quoi souffre l'AES, la déstabilisation, le chef d'orchestre, c'est l'Europe sous la direction de la France, qui en veut mortellement. Jusqu'à la fin de son mandat, il a juré de faire mordre la poussière à l'AES. Et le président a dit à ce propos, nous sommes en guerre. Donc, l'envoyé spécial de Paris, c'est Diomaye Faye, pour venir voir en AES, est-ce qu'il y a des possibilités de conversion? Parce qu'il continue de tenir mordicus au retour des États de l'AES dans la CEDEAO. Donc, vous avez vu les allures de la diplomatie, les images qui ont été données. Bon, Assimi Goïta l'a reçu dans les courtoisies diplomatiques, sinon au fond, il sait, vraiment il faut s'en méfier. Macron veut nous tuer et il envoie son élément vers nous. Il y a tout ce que Diomaye a dit reste à caution. Donc il faut s'en méfier. C'est un envoyé de Paris. Ce n'est pas Diomaye qui est venu, mais c'est Paris. Le nègre de salon qui est venu tester le terrain et pour rendre compte immédiatement à Paris de l'état de la situation, l'état moral, psychologique. Comment le président malien se porte après les attaques répétées. Absolument. Voilà le fond de la mission. Camarade Bayala, quelle peut être l'opportunité d'une telle visite? Alors, une telle visite, il faut quand même avouer, il y a un caractère insolite et un peu surprise. C'est comme si c'est une visite officielle qui a été concoctée de façon précipitée. Et ce caractère précipité est révélateur de dessous ou de faits qui peuvent véritablement être très problématiques. Vous savez que le Mali et le Niger, le Mali et le Sénégal ont une frontière très importante. Et vous savez que depuis un certain moment, aux frontières du Sénégal, il y a des regroupements et des attroupements de groupes terroristes qui semblent se prêter le territoire sénégalais par infraction ou par caution, je ne sais pas si cela est cautionné par les autorités sénégalaises, mais il est constant que les groupes terroristes pilulent tout autour de la frontière sénégalo-malienne. Tout à fait. Et c'est de là-bas qu'ils font des percées sur le territoire malien. Vous vous souviendrez que la pénurie de carburant provoquée et les attaques qu'il y a eu sur les convois énergétiques, il ressort que certains acteurs des attaques ont été pistonnés à partir de ces mêmes frontières, qui sont des réalités. Aujourd'hui, on ne peut plus nier ça. Si le peuple sénégalais ne le sait pas, Bassirou Diomaye et les forces de sécurité intérieure, les forces de défense sénégalaises savent désormais que ce n'est qu'une question de date. Les terroristes et le terrorisme est déjà au Sénégal. Et je pense que le propriétaire de Dakar, depuis Nairobi, avait dit que la prochaine cible de sa prochaine campagne militaire, ça allait être le Sénégal. Vous savez que les groupes terroristes sont des agents qui prolongent la diplomatie des militaires de Paris. Absolument. Et donc, en disant que, au vu d'un certain nombre de tendances souverainistes, les questions d'exploitation, et il a dit clairement, la question de l'exploitation du pétrole du Sénégal peut envoyer ou peut provoquer des attaques terroristes. Quel est le lien entre le fait que le Sénégal veuille exploiter son pétrole et la survenue d'attaques terroristes? Est-ce que le pétrole du Sénégal n'était pas exploité jusque-là? Et quand il était exploité, pourquoi il n'y avait pas la survenue de ces attaques? Oui. Et pourquoi la continuation de l'exploitation peut provoquer des attaques terroristes? Alors, on change là de paradigme. Il est désormais convenu par les plus hautes autorités sénégalaises, portées par une campagne de souveraineté à la tête de l'État, par le camarade président Sonko, que les ressources pétrolières doivent être exploitées par une totale souveraineté. Donc, au fait, Paris est en train de dire à Dakar que l'exploitation du pétrole,
lorsqu'il est sous caution et sous bénéfice de Paris, il n'y a pas d'attaque. S'il passe sous caution et sous bénéfice de Dakar, alors vous aurez des attaques. C'est du chantage et c'est, je pense que c'est ça qui a paniqué Bassirou. Parce que quand vous le regardez, c'est un homme qui a les caractéristiques d'une personnalité transparente. Je ne sais pas s'il incarne véritablement une masculinité complète et parfaite. Mais ça, ce n'est pas, c'est des questions de jugement, et je dirais c'est personnel. Mais vous aurez compris que depuis Nairobi, il y a une véritable campagne de recrutement de nouveaux ouvriers actifs et zélés pour servir la France-Afrique. Et Bassirou Diomaye Faye, qui a osé jouer au football en boubou, a donné là à Macron qu'il était vassalisable, c'est-à-dire qu'il était apte à être vassalisé. Et la 29e session de la succursale du colonialisme européen, la CEDEAO, a entériné en lui donnant la première responsabilité à la tête de cette institution. On sait très bien que quand la CEDEAO rumine, c'est que Paris a ordonné, et même y compris leur regroupement, et y compris les actions qu'ils prennent jusqu'à l'écho. On sait il y a 3 ans en arrière, c'est Ouattara, c'est Macron qui avait tiré la main de Ouattara en Côte d'Ivoire et qui avait proclamé qu'ils doivent aller à l'écho. Je pense qu'on peut voir dans cette visite Paris qui a échoué sur le plan militaire, sur le plan du harcèlement diplomatique, sur le plan du terrorisme médiatique que ces médias ont entretenu contre le Mali. Alors Paris revient avec un autre visage, avec le visage d'un voisin, noir comme nous, mais qui n'est pas nous. En réalité, c'est le mythe de la couleur de peau. C'est le mythe de l'institution qu'il incarne. On dit qu'il est président du Sénégal. Mais tout le monde sait, depuis ces dissensions au sommet de l'État, à Dakar, que, en réalité, Diomaye Faye, c'est une marionnette habillée en costard cravate par Paris et installée là pour garder la plantation. Il ne gouverne rien, il ne dirige rien. Un peu comme un certain militaire dans l'Afrique centrale, je ne sais pas, il faut regarder vers le Gabon, qui après s'être rendu compte de la réalité, de l'ingouvernabilité du pays, parce que tout est sous emprise de Paris, du poisson en passant par les forêts, tout est contrôlé par Paris. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? C'est de faire du spectacle dans les campagnes et tenter de sauver une certaine popularité auprès des populations avec des actions de proximité. Mais ça ne peut pas rétablir ce qu'on a toujours chanté. Choisissez le chemin de l'AES parce que c'est le chemin de la vérité. Aujourd'hui, après avoir attaqué par une première vague, le 25, Bamako, et avoir échoué, une deuxième vague et avoir échoué, alors Paris revient avec la diplomatie et espère, cette fois-ci, ne pas faire parler un certain Christophe Gomar à Bruxelles, mais faire parler la version africaine de Christophe Gomar avec le chapeau de chef d'État. Et il faut se méfier. Tout à fait. Camarade Labidi, qu'est-ce qu'il est venu chercher concrètement à Bamako? On se poserait vraiment cette question. Oui, ce qu'il est venu chercher, c'est d'abord de regarder la convertibilité de la dynamique souverainiste en dynamique justement de couardise, en dynamique voilà, comme celle de la CEDEAO. Donc il est venu voir, tâter le terrain pour voir si voilà, l'AES, par le bout du Mali, était toujours sur ses bottes dans la marche souverainiste, ou bien y a-t-il des périmètres exploitables, hein, de sorte justement à gagner coûte que coûte un retour de nos pays dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est restée dans cette posture depuis janvier 2025, où la sortie de nos 3 pays est
entériné, officiel et tout. La CEDEAO dit d'abord non, qu'elle se donne encore, contre ces textes, qu'elle se donne 6 mois pour voir s'il y a des possibilités. Et jusqu'aujourd'hui, la CEDEAO est toujours dans cette dynamique de ce que un jour, ne serait-ce qu'un pays de l'AES rejoindrait la CEDEAO, la rejoindrait, et du coup, qu'elle gagnerait que tous les pays de l'AES, voilà, qu'elle gagnerait à restaurer. Eux aussi, ils sont dans une lutte de restauration, à restaurer la CEDEAO. Donc, c'est aussi de noter que, d'abord, c'est une visite formaliste, parce qu'à chaque fois qu'il y a un président, voilà, il faut faire des déplacements, il faut essayer de vendre l'institution. Et dans le cas d'espèce où désormais nous avons 2 Afriques de l'Ouest, l'AES et la CEDEAO, c'est déjà de prendre contact avec l'AES et de voir tous les éléments que les camarades aussi ont exposés. Et c'est noter aussi que la CEDEAO n'est pas une institution libre. Elle est téléguidée par la France. Et donc, dans ce cas précis, dans le comportement de la France d'antan, à chaque fois qu'un chef d'État de la CEDEAO a des difficultés dans son propre pays, bizarrement, la présidence de la CEDEAO l'échoue. Surtout quand c'est un chef d'État justement disponible pour conduire la transmission des injonctions de Paris. Donc, Diomaye Faye, qui a des braises dans son pays, prend la présidence en exercice de la CEDEAO pour essayer de sauver deux choses. Non seulement consolider sa position en tant que, vous allez me permettre le terme, en tant que laquais international, laquais occidental, donc en tant que bon élève de la France, parce que ça donne un petit atout. À l'intérieur de son pays, il y a beaucoup de stratagèmes qu'on va lui vendre, il y a une expertise qu'on va lui vendre pour déblayer tout ce qui est obstacle autour de lui. Tout à fait. Donc il y a non seulement ça, mais le concordat, c'est que il faut que, justement, eux ils vont lui donner ça, mais il faut qu'il regarde aussi comment, avec l'AES, il va travailler à faire venir l'AES dans la CEDEAO. C'est pourquoi on commence par le Mali, où tout a commencé. C'est-à-dire cette dynamique souverainiste a commencé, bien sûr, au Mali avant justement que le Burkina n'emboîte le pas et le Niger. Donc, il faut l'attendre dans les 2 autres pays, avec des langages calculés, mais qui concourent tous à regarder comment ils font justement pour déstabiliser de façon soft le pays. D'accord. Camarade Kaboré, il y a eu tout de même des décisions, des engagements pris à Bamako. Beaucoup d'engagements ont été pris. Au regard de les échanges, moi j'ai compris qu'effectivement, ils ont avancé un agenda assez clair avec des points précis, comme on appelle en anglais des talking points. Alors les points d'échange étaient au niveau effectivement de la lutte contre le terrorisme. Des engagements ont été pris à ce sens. Le Sénégal s'engage à appuyer, à accompagner. Il dit que le Sénégal sera avec le Mali pour accompagner. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous très bien que... Voilà. Donc, deuxième point, c'était sur la question liée à lui et moi, parce que... C'est vrai, il n'est pas allé à Bamako auprès de Goïta en tant qu'envoyé ou président de la CEDEAO, annexé de la CEDEAO. Non,
pas totalement, mais il est allé en mettant au devant les relations bilatérales entre deux pays voisins frères, puisqu'il a beaucoup parlé de fraternité. Tout à fait. D'où vient-il qu'on parle en fraternité alors qu'on héberge un ambassadeur occidental qui se réjouit de l'attaque ou de la mort, effectivement, des soldats maliens. Rappelez-vous de Tezawaten. Alors, le troisième point, c'était sur les questions liées à l'AMVS. C'est l'autorité de basse, voilà, valeur du fleuve Sénégal, qui profite aux 3 États dans lesquels on estime que le Mali, en tant que tel, effectivement, sur les 3 États, c'est-à-dire le Sénégal, la Mauritanie et le Mali est peut-être même le moins loti en termes d'avantages à tirer effectivement de cette autorité-là. Et donc, voilà un peu le calendrier officiel qui ont apparemment présidé à ce que Diomaye Faye se déplace à Bamako auprès de Assimi Goïta. Alors, quelles pourraient être les raisons de fond? Les vraies raisons qui ont dû amener à ce que Diomaye Faye se déporte rapidement et une fois habillé en fait du manteau du nouveau président de la CEDEAO. Vous rappelez-vous très bien qu'à Lungi, en Sierra Leone, le 19 juillet, vous rappelez-vous très bien, nous l'avons dit sur ce plateau, il y avait beaucoup de visages blancs, effectivement, à la rencontre de la CEDEAO. Ces visages blancs ont dit à Diomaye Faye, qui est devenu aujourd'hui un envoyé spécial de cette CEDEAO, mourante, et que toutes les conditions sont mises sur la table pour l'empêcher de mourir, on a dû dire, après avoir, rappelez-vous très bien que c'est après avoir clarifié le climat politique au Sénégal qui se permet de se voyager de cette manière. Après avoir mis un plan qui semble avoir réussi, en tout cas de leur point de vue, après avoir mis sur le banc de touche entre griffes, en tout cas momentanément, le côté, en fait, du moins c'est les aventures souverainistes de Sonko et de sa base politique très importante. Après les avoir mis en veille, on pense avoir donné toutes les cartes à Diomaye Faye pour aller reconquérir les risques des pertes des opportunités du maître. Voilà pourquoi on la voit rapidement à Bamako. Vous savez que Bamako est l'origine du départ de cette vision souverainiste actuellement qui a même abouti à ce que nous appelons aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Et donc, il faut commencer par là où les choses ont commencé. Voilà, comme on dit ici, il y a cette formule qu'on appelle le parallélisme des formes et des compétences. Là où ça a commencé, on va commencer là-bas pour grignoter. Alors donc, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous encore que Sonko, Premier ministre, alors, s'était rendu juste après les attaques de Tezawaten. Il avait rencontré le Premier ministre Maïga et ils avaient échangé. Mais Sonko, à l'époque, n'avait pas, si vous vous rappelez très bien, il n'avait pas le coup de franche pour aborder les termes de façon claire. N'étant pas le chef de l'État du Sénégal, il était à côté, il avait du mal à se faire comprendre suite à l'attaque et suite à la revendication ou au soutien de l'ambassadeur ukrainien, toujours basé à Dakar, et qui n'a pas fait l'objet de remontrances claires, il n'a pas été chassé, et on l'a maintenu. Et on appelle le Mali frère pendant ce qu'on héberge quelqu'un qui se réjouit et qui apporte en termes de renseignements les ennemis qui sont en train d'endeuiller le Mali. Donc, Diomaye Faye est venu pour voir, comme vous l'avez, les collègues l'ont si bien dit, vérifier quelle est la santé mentale, effectivement, du peuple malien. Est-ce qu'ils arrivent à tenir pour pouvoir échafauder d'autres plans capables de le terrasser définitivement. Donc, voilà un peu les vraies raisons qui ont dû amener ce voyage pour venir et voir, puisqu'ils ont mis la main sur la CEDEAO, totalement, en noyautant effectivement la commission. Vous savez qu'on a mis le général Biram Diop là-bas, qui est un répondant patenté effectivement du terrorisme et de l'impérialisme occidental. On l'a amené, le loup est rentré à la bergère, dans la bergerie. Maintenant, il faut amener l'envoyé politiquement aller voir la santé mentale effectivement des récalcitrants, en commençant par Assimi Goïta. D'accord. Camarade Traoré, c'est vrai, quand on regarde de près ce qui s'est passé à Bamako, on a souvent l'impression que le Sénégal veut des relations privilégiées avec le Sénégal, pas avec l'ensemble de l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, c'est déjà perdu d'avance parce que vous vous souviendrez que l'AES parle d'une seule voix. Absolument. Les 3D. Absolument. La diplomatie, le développement et la défense. Ouais. Donc, ce socle-là, l'AES est devenu maintenant une structure viable. Et puis maintenant, aucun des chefs d'État ne se désolidarise. C'est l'unité d'action à la base. Et ils sont atteints de la même façon. Les attaques du mois d'avril ont eu des vagues au Burkina et au Niger, l'aéroport de Niamey. Donc, je pense que l'entité AES se défend, est homogène. Il n'est pas exclu que Assimi ait rendu compte rapidement aux autres de la venue de l'envoyé spécial de Macron au Mali. Ouais. Donc, se rapprocher du Mali, or le Mali n'attend rien du Sénégal. Surtout que l'arrière-cour du Sénégal peut servir de base terroriste, comme les autres aussi. Vous vous souviendrez de l'exemple de la Mauritanie. Bon, l'Algérie est en train de changer un peu, mais la Côte d'Ivoire est en plein dedans, et le Bénin aussi en train de changer. L'arrière-cour aussi, le Nigeria n'est pas encore sorti du bois. L'arrière-cour est utilisé par la France, et puis le Tchad également. Donc, l'AES reste sur le pied de guerre et attend, comme le camarade Tiani a suffisamment expliqué, le plan de déstabilisation de la France. Elle n'en démord pas. Les attaques vont continuer. Je pense que les autorités de l'AES ont une claire conscience de l'effarouchement et de l'énervement du président Macron, qui est le chef de file de l'OTAN en AES, qui agresse l'AES, qui veut la déstabilisation de l'AES, c'est Paris. Parce que Paris n'a plus l'uranium au nom du Seigneur et l'or du Mali et du Burkina. Et les Français en veulent à Macron. Oui. Et il y a un des Français qui est un érudit qui dit en termes, c'est de l'imbécilité de Macron qui a réveillé la prise de conscience des Africains. Sinon, vraiment, ils étaient endormis. Personne n'osait parler de souveraineté. C'est les comportements et les attitudes malveillantes, les manquements de Macron qui ont réveillé la conscience. Pour eux, l'AES est AES à cause de Macron. Et la France a beaucoup perdu. Vous voyez les crises actuelles. Tout à fait, la répétition, oui. La répétition en France, la source première, les pays qui étaient peints comme pays de la pauvreté, alimentaient la France pour l'essentiel de ses ressources et de ses revenus. Ces pays de la pauvreté permettaient à la France de vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, la France est confrontée à ces dures réalités. D'où l'engagement éternel de la France à faire feu de tout bois et en engageant tous les États de la vieille Afrique, en Afrique occidentale, la structure sous-régionale qui est la CEDEAO, qui est pilotée depuis Paris et assujettie, tous les États européens sont alignés derrière la France pour la défense intransigeante de leurs intérêts perdus en AES. Donc, ce n'est pas demain la paix. Et l'avantage de cette guerre-là, il faut renommer les choses parce que nous sommes là pour nommer. Le narratif en AES doit changer. Le terrorisme est dévoilé, nous le connaissons. C'est la France, accompagnée de l'Europe, qui nous fait la guerre, qui veut notre déstabilisation. En fait, on n'est pas en face du terrorisme, c'est le narratif. Le terrorisme est créé pour la France et l'Europe se cachent derrière le terrorisme, sinon c'est eux. Et donc je pense qu'en AES, il faut que le discours change. Nous devons désigner qui nous déstabilise. C'est l'Europe avec en tête la France et les suppôts locaux. L'Europe, la France finance, arme et entraîne
les groupes et les supplétifs à l'usage des drones. Tout à fait. Équipe, qui l'eût cru? Et pourtant. Donc, comme toujours, il paraît que le chien ne change pas sa posture, sa façon de s'asseoir. Absolument. Depuis la première, la seconde guerre mondiale, toutes les guerres, la France n'a jamais gagné de guerre. C'est les gens qui lui font sa guerre par procuration. Et dans notre cas d'espèce, la France ne change pas sa posture. C'est elle qui nous en veut et c'est elle qui envoie ses émissaires en AES. Dans l'incapacité de venir lui-même, il envoie ses éléments les plus vassalisés, voir l'état de santé de l'AES. Mais l'AES se porte très bien, l'AES s'organise et les populations sont derrière. Vous avez les populations légitimes qu'ils appellent abusivement dans leur narratif les juntes. Voilà. Donc en fait de junte, c'est eux aussi la junte française. Mais il faut que nous on crée un vocabulaire adapté aux circonstances. Hein. Si c'est la mafia française à l'occasion, il faut le dire, dirigée par Macron, qui veut déstabiliser l'AES. Pourquoi? Parce que à cause des ressources de l'AES. Ça, il faut le comprendre, l'admettre et changer notre façon de voir. Ouais. Voilà. Pour beaucoup de Français, camarade Bayela, pour beaucoup de Français, la France doit se réinventer au regard de la dynamique déjà impulsée au niveau des pays de l'AES. C'est vrai, c'est une dynamique souvent qui va être très mal comprise des populations européennes occidentales, parce qu'on veut de la souveraineté, on veut de l'indépendance, on veut de la responsabilité. Des vocables qui passent mal dans l'Occident. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, les opinions publiques européennes, en tout cas pour les plus lucides, commencent à émettre ces volontés, et parce que désormais, il y a une compréhension partagée autour de certains enjeux. Absolument. L'enjeu du terrorisme. Et ces mêmes populations à cette opinion française, à qui on a vendu la France présente en Afrique pour la charité, pour l'aide au développement, il faut aller lire Antoine Glaser. Il a produit d'excellentes analyses politiques. C'est un essayiste. Et il y a l'un de ses livres qui est intitulé Arrogant comme un Français en Afrique. C'est un tout petit livre que je nous conseille, ceux qui nous suivent. Et il faut lire ce petit essai, Arrogant comme un Français en Afrique. Les citoyens français, en tout cas les plus avertis et les plus honnêtes, ont fait l'effort de se projeter sur la réalité de l'aide. Et ils se sont rendus compte que c'est la plus grosse supercherie, l'escroquerie morale et politique la plus inégalée que l'humanité n'a pas encore inventée. L'aide au développement. J'avais eu l'occasion de m'asseoir en face de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères de l'État français en 2016, lors d'une véritable campagne de proximité et de recrutement qui a, je pense, échoué brillamment. Parce au Burkina Faso. Voilà, il s'était trompé de candidat. C'était pas au Burkina. Avec tout le protocole de la mafia française, j'ai été sollicité pour rejoindre la bergerie autour de ce qu'ils appellent les personnalités d'avenir. Depuis 2016, Paris, en regardant ce qui s'était passé en 2014, avait pu identifier des visages et des personnages qui pouvaient l'intéresser dans sa politique de prédation future. Sauf que le candidat choisi était le mauvais, mais le bon pour le Burkina, parce que nous, on était déjà autosuffisants culturellement, on n'avait pas besoin de ressembler à des Blancs. Le mythe du Blanc était mort il y a très longtemps, assassiné dans notre esprit par le confortable discours de Cheikh Anta Diop, de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, de Norbert Zongo. On était autosuffisants intellectuellement. On souffrait d'aucun complexe. Je ne voulais ni lire Descartes ni Socrate et tous ces illettrés du siècle des ténèbres européens, abusivement appelé siècle des Lumières. Je ne sais pas si la lumière, son rôle c'est d'éclairer ou bien c'est d'assombrir. Quand vous regardez ce qu'on appelle réellement siècle des Lumières,
Il y a de la lumière dans le récit d'un gars comme Montesquieu, d'un gars comme Voltaire, qui dit que dans l'âme du noir, dans le corps du noir, il n'y a pas d'âme. Est-ce que vous pensez que quand Jules Ferry fait sa thèse sur l'éducation, vous pensez que c'est de la lumière, c'est le reflet de la lumière quand quelqu'un dit que le noir doit être une forme de pancarte sur laquelle on estampille les valeurs de la France parce qu'il n'a pas d'existence propre. Lorsque quelqu'un qui est porteur de lumière dit ça, est-ce que ce n'est pas l'incarnation des ténèbres les plus obscures que même le diable n'a pas encore pu inventer dans sa toute-puissance et dans sa plus grande ingénierie? Donc aujourd'hui, c'est des bouches occidentales elles-mêmes qui finissent par crier le ras-le-bol d'une France incapable de se réinventer, de réinitialiser son logiciel politique en le décolonisant et en comprenant que les populations africaines d'hier ont grandi en prenant appui sur l'héritage de Thomas Sankara. La pensée politique de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Julius Nyerere, de Sékou Touré, le courage et l'audace le Cap-Verdien, comment il s'appelle, Amilcar Cabral, hein? Tous ces gens de Nasser, Abdel Nasser, de Lumumba, ont produit, par ces tragédies et leur gravité, ont quand même amené des masses critiques africaines à même de lire avec justesse ces actions. Est-ce qu'un civilisateur, un vendeur de démocratie et de droits humains peut être pris en flagrant délit d'assassinat de Thomas Sankara? C'est compliqué. D'empoisonnement de présidents et de leaders africains. Aujourd'hui, c'est documenté. Leurs archives déclassifiées, de la CIA à la DGSE, montrent clairement le rôle précis que Jacques Chirac a joué dans l'élimination de Sankara. Montrent le rôle de Dominique de Villepin, qui était en poste à l'aéroport de Ouagadougou pour repartir avec Blaise au cas où l'assassinat de Sankara échouait. Donc, je pense... oui. Non. C'était sous la présidence... Jacques Chirac était le premier ministre de Mitterrand. Oui. Et Villepin, Dominique de Villepin, lui était l'envoyé spécial de Paris pour superviser la précision de l'opération qui allait procéder à l'élimination physique de Thomas Sankara à partir de l'aéroport de Ouagadougou. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir certaines pages non encore ouvertes du drame de 1987 dont nous avons l'opportunité qu'il y a un survivant en la personne d'Abdouna Traoré, comme ayant voulu par Dieu les ancêtres et la terre de Burkina Faso, pour qu'il soit vivant, pour nous conter la violence du colonialisme français, son manque d'état d'âme, et pour nous dire que s'il nous arrivait d'être sous n'importe quel type de somnifère, de prêter attention parce que la démocratie, les droits humains, la liberté d'expression sont les somnifères et les stratagèmes politiques inventés par Paris pour garantir le statut d'esclave aux Noirs. Donc c'est à nous, à la jonction de cette montée de souverainisme ou de conscience de certaines populations européennes, de faire jonction avec cet ordre de pensée et pour désormais dire que ce n'est plus la victime seule qui proclame et qui clame qu'elle est épuisée d'être écrasée, y compris certains fils rebelles du bourreau, sont excédés par la violence de leur père. Et donc eux-mêmes prêchent avec nous et clament avec nous justice. Et ce n'est que un acte justifié et justifiable. Désormais, le Français a aussi besoin de vivre par ses propres sa propre intelligence, par ses propres ressources. Ouais. On ne peut pas vivre en sous-traitant ou en pillant, en volant. On peut pas. Qui parmi nous peut vivre de vol de sa naissance jusqu'à sa mort? À un moment donné, soit on te prend en flagrant délit, comme c'est le cas avec la France qu'on a pris, la main dans le sac en train de voler l'uranium du Niger, la main dans le sac en train de piller les ressources stratégiques du Mali, du Burkina Faso, et qui a envoyé des opérations militaires positionnés dans des zones où l'or artisanal a été industrialisé et dont les treillis ont été tronqués en tunique de combat pour aller à la conquête du lingot. À partir de là, nos yeux se sont ouverts
à la réalité de cette lutte. Et y compris avec les yeux de ces Occidentaux qui souffrent des affres. En ce moment, je pense que Paris s'était plaît à peindre notre pays en rouge, sauf que ce n'était que de la peinture. Aujourd'hui, c'est toute la France qui est sous les flammes rouges, rougeâtres, des feux. Et nous apportons notre compassion au peuple français, victime de ces flammes ravageuses, et nous souhaitons que cela puisse être une illustration pour dire que nous sommes dans une forme de lèvega. Voilà, retour à l'envoyeur. Absolument. Camarade l'avait dit, c'est vrai que quand on regarde les sorties du président sénégalais Diomaye Faye, première visite sur, en tout cas dans les pays de l'AES, où il avait montré une très bonne volonté, une bonne disposition vraiment à aller donc à l'abordage pour vraiment faire comprendre le message, en tout cas qui est parti des pays de l'AES. Aujourd'hui, avec cette deuxième sortie qui a commencé au Mali, on espère qu'il viendra donc dans les autres pays. Comment vous voyez un peu ces deux langages-là? Non, il faut tout simplement dire que ces deux postures, ces deux discours anachroniques et profondément antinomiques, contradictoires, dévoilent véritablement la personnalité de l'homme. D'accord. Voilà, il faut tout simplement dire que arriver au pouvoir par un discours souverainiste, par un parti souverainiste et par un camarade souverainiste, Ousmane Sonko, par qui d'ailleurs il arrive au pouvoir, les premiers moments, c'est justement de tenir ce langage souverainiste avant justement que sa véritable personnalité, son véritable agenda ne soit dévoilé au monde entier, ne soit dévoilé d'abord aux Sénégalais et au monde entier. Donc, c'est de comprendre cette attitude-là dans ce sens et de dire aussi qu'en réalité, le souverainisme, ce n'est pas les discours. Le souverainisme, c'est une conviction intrinsèque. Ça veut dire une conviction en soi, profonde en soi, que l'on porte. C'est-à-dire, quand on est justement africaniste ou panafricaniste, ce combat-là, c'est un nous, c'est dans notre mentalité, c'est dans notre être. Et donc, rien ne peut venir changer cela. Donc, tous ceux qui ont renversé leur veste, à commencer par leur père, justement, en 87, étaient tout simplement des fauves déguisés dans une marche de souverainistes et qui attendaient le moment propice, tout simplement, pour justement montrer leur mauvaise tigritude. Donc c'est en cela qu'il faut justement voir ce comportement et comprendre que nous ne pouvons rien attendre de la CEDEAO, encore moins de ses émissaires, fût-il les présidents en exercice de la CEDEAO. Nous avons des marches totalement contradictoires. La CEDEAO qui s'accepte de jouer les seconds rôles, les premiers seconds rôles donnés par la France, et nous, l'AES, qui voulons vivre en africain, qui voulons vivre en AES, parce que c'est la meilleure façon justement de vivre, c'est la meilleure façon de servir le peuple de l'AES. Donc, Diomaye Faye, c'est dommage, mais ça ne pourra véritablement rien apporter. Tout ce qu'il y a, l'AES a déjà consacré cela, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des personnes, la libre entrée au Burkina Faso et peut-être
dans l'AES. L'AES consacre déjà beaucoup de choses. D'accord. Que la CEDEAO ne viendra pas, justement, ne pourra que suivre. D'accord. Et ne pourra pas apporter quelque chose d'original, si ce n'est justement d'arrêter, de rompre totalement avec la France et bien sûr de ne pas se jeter encore dans un contrat de près de 75 ans dans une nouvelle monnaie appelée une vieille, disons un CFA, dans un CFA enrobé appelé ECO. D'accord. Camarade Kaboré, en d'autres termes, c'est pas sûr que les choses changent. Non, en réalité, il faut avoir une certaine lucidité face à ces grilles de lecture que l'actualité nous offre, malheureusement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est tenté de le dire. Ce qui arrive dans ces tentatives assez entretenues par ces gens, enfin, qui toujours croient en la possibilité de l'AES de revenir à la maison, mais c'est de la CEDEAO. Il va falloir qu'ils puissent déchanter, faire face à la réalité. Ce n'est pas possible, il faut qu'on soit très clair. Le président du FASO, camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'a dit clairement, tant que les mentalités ne vont pas changer de leur côté, il n'y a pas effectivement de retour ni de collaboration franche possible. En matière de renseignement, ce n'est pas possible si vous avez quelqu'un qui gère votre renseignement. Oh, cette personne est là pour nous tenailler, pour nous attaquer, pour nous chercher à nous réduire au néant, pour nous... nous conduire une guerre, ne serait-ce que par le terrorisme, ce n'est pas possible qu'on entretienne des relations franches en matière de renseignement. Ça, ce n'est pas possible. Tout à fait. Alors donc, ces tentatives qui viennent de la part du président sénégalais, il faut savoir que le Sénégal a été de tout temps, je parle de la classe politique française, a été de tout temps le porte-voix de la France. D'accord. Les Sénégalais, à un moment donné, ont été convaincus par la France qu'ils sont comme des super citoyens en Afrique de l'Ouest. Ils étaient les meilleurs, en tout cas, c'est ce que la France leur a fait comprendre. Ça veut qu'ils avaient une partie de la nationalité française. Il y avait des vrais Français, Sénégalais, peau noire, en France. Et à travers, effectivement, les communes de plein exercice, Dakar, Saint-Louis, Gorée, ainsi de suite, il y avait des Français, des Sénégalais, qui étaient considérés comme étant des Français. Et s'émanciper. Et donc, nous qui étions ici, nous étions considérés comme les gens qui étaient toujours dans la brousse. Les Sénégalais ont été utilisés pour venir coloniser les autres parties de l'Afrique occidentale. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez que... Donc, ils sont restés dans cette mentalité. Donc, lorsque, entre nous, Ouest-Africains, les Sénégal estiment qu'eux, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Leur classe politique a été utilisée de tout temps pour venir brouiller, en tout cas, les tentatives. D'accord. Dès qu'effectivement, il y avait... J'ai reviens un peu sur la Fédération du Mali. Mais la tentative... Donc, on a vu que la Fédération du Mali devait réussir. Et pouvait réussir. Donc, on a mélangé la situation au Sénégal pour qu'effectivement, la Fédération du Mali échoue. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à échouer, à faire échouer les tentatives souverainistes utiles pour l'Afrique, pour le destin de l'Afrique et des populations africaines, qui va venir effectivement jouer le prophète. D'accord. Donc ça, c'est difficile à concevoir. Donc voilà un peu les réalités de la politique sénégalaise. Absolument. Deuxième sujet, on va donc aller à pas de course pour la sortie médiatique du président du Niger, le général Abdraman Tiani, qui a fait une autre sortie le week-end dernier pour expliquer la situation donc du Niger et des États du Sahel. Camarade Traoré, votre lecture. Encore une fois, le camarade, le général Tiani, s'est voulu pédagogue. Il est parti d'une question de la double attaque de l'aéroport de Niamey pour restituer le contexte. En fait, qui nous attaque et pourquoi nous sommes attaqués? Qui est à la base de la déstabilisation de l'AES? Et pourquoi celui qui est à la manette ne cessera jamais? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, cette sortie du général Tiani explique les fondements
de la déstabilisation de l'AES et qui est à la manette, sans porter de gants ni d'anesthésie, Oui. le général nomme la France comme l'auteur principal de la déstabilisation de l'AES. Et preuve à l'appui, en citant tous les généraux français, l'explication scientifique, politique, économique de tout ce qui est orchestré pour déstabiliser l'AES. Donc, encore une fois, le général s'est voulu très pédagogique, expliquer à l'ensemble du peuple de l'AES, celui qu'on a en face n'est pas un enfant de cœur, c'est la France énervée, qui ne comprend pas et qui ne comprendra pas, et qui ne changera pas de logiciel, à la manière des Vietnamiens. Tout à fait. Nous sommes en guerre, il a répété plus d'une fois. L'AES est en guerre. Il n'est plus question pour les peuples de l'AES de dormir sur nos lits. Parce que la quête de souveraineté, d'indépendance réelle, n'est pas du goût de la France. La France ne l'admet pas, elle ne l'accepte pas. Elle ne comprend pas pourquoi des nègres veulent réfléchir par leur propre tête et prendre leur indépendance. Tout à fait. Ce n'est pas possible pour la France. Donc en face, les peuples de l'AES doivent prouver le contraire. Et je pense que ça devrait faire l'objet d'une émission entière. Nous allons revenir sur ça. Parce que l'intervention du camarade capitaine Ibrahim Traoré dans la région du Yadga montre la position du noir dans l'histoire et les échecs et comment le noir a été apprivoisé depuis les écoles, les religions et la presse, la démocratie, comme le camarade le disait, les somnifères pour endormir le noir par la consommation, le mode de production. Donc, le camarade Tiani s'est voulu très pédagogue pour expliquer au peuple de l'AES. La différence est nette. Ceux qui sont venus au pouvoir et qui luttent et qui vont gagner cette guerre-là ne sont pas des enfants de cœur. Il a expliqué tous les détails des plans qui étaient faits pour déstabiliser toute l'AES. Donc, encore une fois, l'AES est très consciente. Les dirigeants de l'AES tiennent la route et ils entendent expliquer au peuple de l'AES qu'ils sont sur la bonne voie. La voie du succès, la voie de la souveraineté, la voie de l'Afrique indépendante. Le camarade Tiani a encore expliqué la lutte qui est menée en AES n'est pas une lutte pour l'AES, pour les peuples de l'AES, c'est une lutte continentale. Absolument. Pour l'espèce noire. D'accord. Nous allons solliciter donc l'indulgence de la régie pour peut-être aller à pas de course 1 minute, camarade Bayala. Comment vous avez trouvé le discours du président nigérien? Oui, c'est comme on l'a toujours assumé sans complexe et avec beaucoup d'humilité, toujours ici. Tchali, c'est la véritable boîte noire. C'est l'un des aînés rares qu'on trouve dans l'histoire politique et militaire de l'Afrique qui a su mémoriser tous les faits d'exploitation, à l'effet de les utiliser contre l'exploiteur. Tout à fait. C'était comme un agent qu'on a envoyé infiltrer le système et qui l'a documenté de près et qui a photographié toutes les fautes, toutes les criminalités et tous les agissements après avoir compilé de façon consistante la somme des crimes de notre bourreau qui était devenu le fruit de toutes les attractions. C'était désormais le syndrome de Stockholm. Il a décidé d'agir contre celui-ci avec preuve à l'appui. Et c'est ce qui fait que chacune de ces sorties retrace avec fidélité, loyauté, précision géolocalisée, heure et minute à l'appui, les actes au quotidien d'hostilité de Macron, de la France, de l'impérialisme occidental européen, et il a précisé, c'est l'Europe qui attaque l'Afrique
Et comme le disait le camarade Alouna Traoré, avec la France comme chef de file. Absolument. Mais c'est eux. Et j'ai vraiment aimé ce rappel mémorable historique et qui montre que nos chefs d'État ne viennent pas de la veille. Ce sont des gens qui ont une conscience historique appliquée. Tout à fait. Il a rappelé l'antériorité de la constitution politique et anthropologique des sociétés africaines avant 486, où l'Europe a son premier roi. 2000 ans avant, le Niger existait, mais la France et l'Europe n'existaient pas encore. Camarade l'avait dit, rapidement. Oui, très rapidement, il faut dire que faut qu'on revienne quand même sur ce discours. Les sorties du camarade général d'armée Assimi Goïta, président du Niger, sont toutes... Général d'armée Abdraman Tiani. Vous avez des Assimi Goïta. Oui, Abdraman Tiani sont toujours édifiantes. Et ce qui nous a servi, nous permet à chaque fois d'ailleurs de pouvoir nous décomplexer et de nous justifier quand sur des plateaux d'émission comme celui-là, nous sommes en train de dire que l'ennemi, c'est la France. Tout à fait. C'est la France impérialiste. L'ennemi, c'est l'impérialisme. Et que bien sûr, les servants locaux et les petits bourgeois sont en train de nous dire, écoutez, à chaque fois vous jetez l'opprobre sur notre mère patrie, la France, que c'est faux. Nous sommes dans notre droit d'indexer l'ennemi, de le déshabiller afin que les masses comprennent. Tout à fait. Et se rallient au combat souverainiste. Parce que comme le camarade capitaine Ibrahim Traoré le dit aussi, ce n'est pas un combat pour les Burkinabés ni les Africains. C'est un combat pour le peuple noir. Absolument. Rapidement, en 30 secondes. Alors, rapidement, ce qu'on peut dire, mais ici, il faut rappeler à la suite des prédécesseurs qui ont tout dit. Alors, donc, le discours de Tiani, du président Tiani, mais c'est un cas d'école pour tout le monde. C'est plein d'essence, plein d'enseignements pour la masse populaire de l'AES. Alors, nous, maintenant, de voir comment faire bon usage. Absolument. On va revenir sur les deux discours. Le discours du président du Faso, voilà, pour les mettre côte à côte et puis disséquer. J'assure qu'il y aura vraiment beaucoup d'analyses par rapport à ces deux discours, que ce soit le président du Faso, que ce soit le président du Niger. On va revenir donc la semaine prochaine sur ces deux discours pour comprendre au mieux ce qui a été dit et ce que nous devons comprendre par rapport à ces deux discours, pour permettre également aux populations de l'AES de mieux comprendre les portées donc de ces différents discours, de ces différentes sorties médiatiques, car le président du Faso a beaucoup parlé. Il appartient au Burkinabé de comprendre le sens de ces messages, le sens donc de ces sorties, et je pense que c'est la même chose pour le Niger. Portez-vous bien.